Bernard de Renault, presque l'exception, qui vient de réussir une superbe performance. Il vient de s'aligner et de disputer son 12e Dakar et il vient de terminer une brillante 7e place. Ça fait 3 ans qu'il porte les couleurs de la ville de Nice, il est soutenu. Et derrière lui, même maintenant, c'est toute une équipe qui l'a drainé. 7 autres pilotes qui l'emmènent, formidable équipe. Et je vous demande d'appeler et d'accueillir celui qui va arriver sur une moto un peu particulière. Il a commencé sur ce genre de moto de trial. David Casteux, 7e du dernier Dakar. D'habitude, ça fait plus de bruit. Moto électrique. Et oui, moto électrique, pas de bruit, impeccable. Performance, quand même. David Casteux, 7e du dernier Dakar. Et vous savez que ce monsieur transmet la passion, il suscite des vocations. C'était mon 12e, donc déjà un chiffre quand même, je fais partie déjà des anciens du Dakar, mais un Dakar vraiment compliqué. Je pense que ça a été avec 2004, je pense que ça a été un des Dakars les plus difficiles, les plus longs. La difficulté de ce Dakar, c'est que ça a été dur en général. Le Dakar, il y a toujours 2 étapes qui sont très dures et après, derrière, on arrive à récupérer et puis on repart, etc. Là, cette année, ça a été tout le temps une difficulté. Il y avait toujours quelque chose et puis on a tout eu. On a eu le froid, on a eu jusqu'à moins 18. Donc des températures de folie, à pleurer sous la moto de froid tellement on se gelait au passage. On a eu la chaleur. On a eu plus 58 degrés le 2e jour avec, je l'avoue moi, une arrivée de spécial où on m'a pas transfusé, mais on a transfusé quasiment 50% des participants, où on a vu des pilotes de renom, des Helder Rodriguez, des Faria, des Villadoms perfusés à l'arrivée des spéciales, tellement la température était haute et tellement les corps étaient en ébullition. Donc ça a été vraiment une spéciale très compliquée. On a eu le sel avec 150 km du traversée du Salar, magique, se retrouver au départ à Uyuni à 3800 mètres d'altitude et traverser ce Salar 150 km. Mais quelques jours avant, je m'étais fait une grosse gerçure sur la lèvre et à la traversée du sel, je m'en souviens et ma lèvre s'en souvient encore. Ma moto aussi d'ailleurs, parce qu'on a tous souffert sur cette traversée, mais des moments magiques, des moments dans une vie incroyable, parce qu'il pleuvait, on avait l'impression que on n'arrivait pas à voir la différence entre le ciel et le sol. On avait l'impression, en plus il avait plu, ça faisait une légère, on avait l'impression de rouler sur la glace, mais à 170 km/h, donc vraiment des impressions incroyables. On a eu l'altitude, on est monté, j'ai des belles photos, on est monté à 5000 mètres, de passage, on est passé quand même 3 fois la cordillère, parce qu'on est passé d'Argentine au Chili, après on est allé en Bolivie, après on est revenu de Bolivie, et après on est revenu pour l'Argentine. Donc en fait on est passé même 4 fois la cordillère, dont la Bolivie où on a roulé à plus de 4000 mètres d'altitude en permanence. Donc des conditions pour le corps qui ont été très délicates, pour la tête, pour le corps, pour tout. Il fallait vraiment énormément se gérer. Et puis on a eu la boue le dernier jour, donc on a vraiment tout eu sur ce Dakar. Ça a été vraiment un Dakar vraiment très compliqué. 9500 km en 12 étapes, donc imaginez par jour combien ça fait de kilomètres. Donc c'était vraiment quelque chose un Dakar très compliqué, avec des étapes, beaucoup de grosses liaisons. Il faut savoir aujourd'hui que les liaisons sont devenues des vrais... Avant, en fait, quand on roulait, on avait les spéciales. C'était une chose, mais derrière on avait les liaisons, et les liaisons c'était cool. On roulait en Afrique ou même les premiers Dakar en Amérique du Sud, on roulait sur des autoroutes, etc. Là aujourd'hui, les liaisons sont devenues des vraies étapes sur le Dakar, les temps sont raccourcis, sont très courts, on a très peu de temps pour s'arrêter pour faire de l'essence, il faut rouler en permanence, et c'est devenu vraiment, ça fait partie vraiment de la course. Et en plus maintenant on est limité en vitesse aussi pour des questions de sécurité pour le
pays pour nous, pour la législation des pays qu'on traverse, parce que c'est plus la grande foire comme on avait en Afrique. Donc maintenant, avec nos moyens, les moyens de sécurité du GPS, des moyens de contrôle qu'on a sur nos motos, on est contrôlé. Donc automatiquement, on n'a pas le droit de dépasser 110 km/h. Passer cette vitesse-là, on est bipé et le soir, on prend des pénalités. Donc aujourd'hui, il faut rester concentré. Dès qu'on double un camion, n'importe quoi, on peut vite dépasser ça. Donc il faut être concentré vraiment du début à la fin. Il faut savoir qu'il y a, je crois, presque une vingtaine de pilotes qui ont abandonné le Dakar en liaison cette année, qui se sont endormis, qui ont des accidents de la route, qui ont pris des animaux sur la route, donc qui sont tombés tout simplement sur la route par du verglas, parce qu'on a eu du verglas sur la route quand on est monté sur la colle et qui nous ont prévenus au dernier moment et ça glissait énormément. C'est 15 jours de concentration extrême. Aujourd'hui, le Dakar, on ne peut plus y aller comme ça. Le Dakar, maintenant, il faut passer par des sélections. Et aujourd'hui, les gens qui sélectionnent, dont je fais partie, parce que j'ai ASO, l'organisateur du Dakar, me demande mon avis sur certains pilotes. Aujourd'hui, le Dakar, c'est quand même une élite de pilotes qui viennent rouler. C'est plus donné à tout le monde parce qu'ils se sont rendus compte que ça roulait vite, qu'on passait à des altitudes très élevées, qu'on avait des températures très excessives dans tous les sens et que si on n'était pas bien préparé physiquement, on pouvait y laisser la vie. On l'a vu encore cette année, on a perdu un Polonais qui a pas su se gérer correctement et parce que et les températures sont telles que voilà, ils l'ont retrouvé à 300 mètres de sa moto, il n'a pas eu le réflexe d'appuyer sur le bouton rouge, il n'avait rien eu et il est parti et il est parti sur ce Dakar. Donc c'est vrai qu'on le Dakar reste une des courses les plus dangereuses du monde, en moto du moins, parce que on est en improvisation permanente, on est contrôlé. Il y a aussi ça, l'organisation nous contrôle, donc nous envoie dans des endroits très, très difficiles parce que aujourd'hui, il lâche plus un pilote le matin en disant où il va aller. Alors on va restreindre la piste, on va restreindre le parcours, on va rester dans des grandes lignes parce que, comme à l'époque, quand j'entends les gens qui disent « Ah, mais le Dakar de l'époque, c'était l'aventure ». Oui, c'était l'aventure parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant de surveillance des pilotes avec les e-retrack, les suivis qu'on a satellites, etc. Mais aujourd'hui, en contrepartie, les organisateurs nous font partir le matin en disant voilà les gars, là on vous a préparé un parcours, vous allez voir. Mais eux sont derrière dans des PC qui sont à Paris et sur les épreuves où ils savent exactement où on est. Moi j'ai un de mes pilotes, il était à 700 mètres de l'arrivée, il était perdu complètement, il était 1h du matin et son e-retrack l'a appelé en lui disant écoute, tu vas à droite, tu fais 400 mètres et tu vas avoir de la lumière, tu fonces dessus et c'est l'arrivée. Il a fait ça et il est arrivé au bivouac parce qu'il nous contrôle en permanence. Et aujourd'hui, les organisateurs essayent de trouver le juste milieu entre l'aventure, le contrôle, le dépassement de soi, l'image. Bien sûr, l'image de la course la plus dure au monde. Aujourd'hui, c'est la course la plus dure au monde. Et puis, bien sûr, la sécurité, entre guillemets, de cette course-là. Et puis, bon... Bien sûr, il y a l'effet du climat, ça on le contrôle pas, on le contrôle absolument pas. Et puis quand il fait 50 degrés, 58 degrés et que c'est la deuxième fois de la saison qui fait ça, ou quand on a une pluie qui nous tombe sur la dernière spéciale, ou quand on se retrouve sur le lac d'Uyuni en voiture, magnifique, un grand ciel bleu, on est avec les lunettes de soleil et puis que le lendemain nous en moto on se prend une rincée, c'est comme ça. C'est l'effet du climat. Il faut savoir qu'on roule au bord de mer et puis le lendemain on est à 4900 mètres d'altitude, donc on est dans des climats qu'on ne maîtrise pas. Les motos aujourd'hui, il faut quand même les gérer au mieux. Je pense que il y a certains pilotes qui tapent dedans un peu trop et qui abandonnent bêtement par des petits problèmes, d'autres qui connaissent absolument rien à la mécanique et qui se retrouvent en rade, d'autres qui gèrent absolument pas et puis qui tombent ou qui maltraitent énormément la moto et puis elle leur rend bien en les mettant par terre ou en restant sur le bord de la piste. Donc aujourd'hui, le pilote est quand même aujourd'hui, c'est lui qui doit écouter sa moto, qui doit écouter sa monture, la bichonner, la sentir et puis après il y a le mécanicien qui la gère tous les soirs. Pareil, c'est une grosse complicité entre le mécano, le pilote, la moto.
Maintenant, c'est vrai que les machines sont bien nées. J'ai été surpris, je l'ai répété plusieurs fois dans des interviews, j'ai été surpris on a vu très très peu de motos au bord de la piste. Les motos sont de plus en plus fiables. Il faut savoir qu'on roule avec des 450 cm3, des motos qui sont quand même survitaminées parce qu'on est à 60 chevaux, des motos qui prennent 100. J'ai pris 185 km/h pour une 450, c'était impensable il y a ne serait-ce que 2 ans. Donc on a des motos qui sont aujourd'hui très 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 performantes, puis des motos à injection, des motos qui doivent s'adapter à toutes les situations, des motos qui doivent rouler à 0 comme rouler à 5000 mètres d'altitude, donc des motos qu'on a maltraitées dans le sable, dans le sel, dans des conditions vraiment extrêmes, dans le flèche qu'on a eu entre Antofagasta et Copiapó, Antofagasta, une étape de folie dans du flèche avec une poussière de folie et des cailloux, où là la moto elle est secouée mais tout le long, le bonhomme aussi, mais la moto est secouée énormément. Et en arrivant, j'ai dit à mon mécano, contrôle tout, parce que je pense que la moto elle doit être desserrée de partout, parce que c'était incroyable la moto, comme elle vibrait dans tous les sens, elle sautait dans tous les sens, parce que c'est des motos qui sont faites pour ça, c'est sûr, mais qui souffrent énormément quand même. J'ai été agréablement surpris d'une arrivée à Iquique très très difficile. D'ailleurs, c'est Joël Miglior et sa femme Isabelle qui sont arrivés sur l'étape de repos, qui m'ont fait la surprise avec le drapeau niçois qui était là. Donc des gens qui sont très importants pour moi, très importants pour la ville de Nice, très importants pour mon équipe aussi. Et c'est vrai que de les voir comme ça à l'arrivée de la spéciale, il a regardé mon compteur, il me dit: mais David, t'as 784 km sur ton compteur. J'ai dit oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en arrivant par là. Et il était au pied de la dune qui a été la dune d'Iquique, qui est une dune immense, et il en revenait pas de la difficulté. Il a vu, et c'est vrai que je véhicule mon image. Je suis très très fier de ma ville, très très fier de mes partenaires. Aujourd'hui, j'ai des partenaires que j'ai depuis très très longtemps. C'est des amis, des gens avec qui j'ai partagé plein de choses. Et puis derrière, on essaye de communiquer autour de ma passion, autour de mon sport, mais autour de ce que ce sport m'a fait grandir, il m'a fait rencontrer des gens, il m'a fait souffrir, il m'a fait me remettre en question, et il m'a fait aussi me développer, essayer de comprendre pourquoi, comprendre les choses, comprendre mes erreurs, comprendre. Il m'a épanoui complètement dans ma vie, il m'a guidé aussi dans plein de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un retour sur ce Dakar qui est énorme, parce que avant de partir, j'ai énormément travaillé sur le marketing, la communication, essayer de mettre en place plein de choses, et j'ai réussi par ce Dakar à avoir Nice Matin avec moi, qui a fait le roadbook de David Caste tous les jours. Donc j'ai pu raconter mon histoire à tous les Niçois tous les jours. J'ai un site internet, des gens que j'ai su motivés autour de moi. J'ai des gens qui travaillent pour moi énormément, qui dépassent le côté de travail. C'est plus une passion. Des gens que j'appelle à 1h du matin pour qu'ils fassent mes articles. Mon équipe, mon mécanicien, mon chef mécano aujourd'hui, c'est ni le salaire ni la gloire qui le fait avancer. C'est cette passion qu'on a ensemble, ce regard qu'on a sur le podium, cette embrassade qu'on a au départ des courses, au départ des spéciales, le matin quand on se prend dans les bras avant que je parte. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui je suis aussi motivé et autant envie de continuer mon sport comme ça. Et puis cette année j'ai vécu une belle récompense psychologique de voir mes 2 pilotes à l'arrivée. Alors on était 6 au départ. On était 6 à la journée de repos, un exploit, parce que j'étais le seul team semi-officiel, entre guillemets, on va dire même amateur, avec des pilotes amateurs, un pilote officiel mais avec des pilotes amateurs, à avoir 6 pilotes à la journée de repos, quelque chose d'extraordinaire. Et puis derrière, j'ai 2 autres pilotes qui se sont fait mal. Charles Cupert, il est tombé bêtement alors qu'il était vraiment bien dedans, un petit
un petit relâchement, on va dire, peut-être de concentration. Romain, mon fidèle, mon lieutenant, mon porteur d'eau, qui lui pareil est parti, on roulait à très très haute altitude et il a pas su gérer, je pense, l'altitude avec la puissance de la moto, et il est passé par devant et il s'est cassé le poignet tout bêtement, et donc c'est un arrêt aussi pour lui. Et puis mon troisième, alors lui c'est tout bête, il est tombé dans une rivière, il a jamais réussi à remettre la moto en route, donc là un abandon. Donc c'est aussi plein de remises en question personnelles, parce que moi à l'arrivée j'ai aussi analysé voilà, peut-être ce manque, j'ai peut-être pas été assez pointilleux sur des petits détails que je vais modifier cette année, et parce que voilà, je pense qu'une formation mécanique est indispensable, plus approfondie, les mettre en condition, et puis après j'ai vu que l'accident s'était fait, les 2 accidents que j'ai eu se sont faits le lendemain de la journée de repos. Comme moi d'ailleurs, quand je me suis pris la vache, j'ai été en tête du Dakar en 2013 et je me suis pris la vache à très haute vitesse, que j'ai abandonné le Dakar. Donc je pense qu'aujourd'hui, le lendemain des journées de repos sont cruciales. Je pense qu'il faut que je les garde plus en action, moi le premier, pour qu'il n'y ait pas ce relâchement en disant tiens, je descends. Donc c'est chouette parce que malheureusement pour mes pilotes, ils sont en bonne santé, s'ils vont être réparés, ils vont revenir. C'est un passage, c'est comme ça. Aujourd'hui, je leur ai expliqué, je leur ai dit, moi je suis passé par ça, je suis descendu au fond du gouffre et puis je me suis accroché, je suis remonté. Donc je leur explique mon expérience, je leur explique tout ce que j'ai vécu pour qu'ils reviennent au plus vite. Sachant que c'est tous des gens qui travaillent, c'est tous des gens qui sont pas comme moi pilotes professionnels, ils ont tous des fonctions, et donc je leur ai dit, les gars, il faut que là, on vous attend au boulot, vous faites vivre des familles là, ils vous attendent, il faut y aller, donc ils sont tous à fond. Mais pour moi, ce Dakar, ça a été une belle reconnaissance aussi au sein du monde du rallye raid, parce que c'était plus David Casteux, c'était le team Casteux, avec le pilote de pointe qui est David Casteux, qui joue dans les 10, qui va jouer devant et qui va chercher les pilotes, qui va avec une moto semi-officielle, avec une moto toujours propre, lui toujours clean, et avec ses pilotes derrière qui sont derrière lui. Et je pense que ça a été c'est une très très belle récompense de voir ça. Donner des cours et expliquer comment on fait de la moto, c'est pas dans mon... J'ai pas trop le truc. Par contre aujourd'hui... partager ma passion, partager mon expérience à des pilotes qui ont envie comme moi j'ai eu à un moment. Moi j'avais pas besoin qu'on m'explique de comment monter une dune, j'avais besoin qu'on m'explique la navigation, sentir le terrain, sentir le vent, sentir le sens de la dune, sentir la moto qui accroche, les suspensions, travailler tout ce travail de développement que j'ai fait aussi sur la machine. C'est tout ça qui me passionne, et aujourd'hui oui, une académie de jeunes, mais mon team comme ça, il approche aussi de pilotes qui sont... j'avais un pilote qui avait 49 ans là, quand il m'a envoyé un message tout à l'heure, c'est des messages que tu gardes dans ton téléphone, parce que c'est un mec qui a 49 balais, qui bosse toute la journée et qui a vécu un moment magique avec un pilote pro, avec une équipe pro, et avec un entourage familial énorme, et c'est ça, il y a aussi ce sens-là qui me plaît, donc à amener des gentleman drivers comme ça, c'est aussi une belle passion. Cette année, j'ai roulé avec, alors j'aime pas trop dire ça parce qu'il y a plein de gens qui se sont donnés à fond, plein qui ont souffert énormément, plein qui ont eu l'impression de tout donner sur ce Dakar-là, donc j'aime pas trop les rabaisser en leur disant que moi j'ai roulé avec une marge de sécurité et faire 7ème. C'est pas vrai. J'ai quand même roulé énormément sur ce Dakar. J'ai quand même donné quand même beaucoup sur ce Dakar. Je me suis donné vraiment mais c'est vrai que j'ai roulé avec une marge de sécurité. J'ai senti dès le 2e jour, parce que je fais 7ème à la première spéciale, donc j'ai vu que je pouvais aller chercher, j'étais à quelques minutes, quelques secondes même des premiers, donc j'ai dit je peux peut-être aller les chercher, le vieux il est pas fini, mais j'ai vu de suite que
que derrière il y avait une génération qui prenait beaucoup de risques et ça passait parce qu'ils ont des motos bien préparées, des motos d'usine, une belle logistique derrière. Donc j'ai dit pour aller les chercher il faut prendre beaucoup de risques. Donc je pense que c'est l'expérience aujourd'hui qui parle et je me dis que j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Je prends encore beaucoup de plaisir au guidon de ma moto. Et malgré les longueurs d'étape, malgré tout ça, et je me dis qu'aujourd'hui j'ai encore beaucoup à faire et je vais pas me concentrer que sur le Dakar. Là j'ai d'autres courses qui vont arriver, je vais partir au Maroc là, je vais essayer de remotiver mes troupes de mes pilotes blessés pour les ramener, je vais leur communiquer aussi cette passion et cette remise en question à mes partenaires. Pareil, aller motiver des jeunes entrepreneurs dans les banques ou dans différentes sociétés et dans notre société pour expliquer que il faut s'accrocher dans la vie il faut s'accrocher pour et puis c'est pas parce qu'on a un échec que on est foutu, il faut repartir. Donc du coup je vais essayer de communiquer dans ce sens-là et puis je veux aller voir d'autres terrains. Donc là j'ai un projet de partir en Chine, il y a Hubert Auriol qui organise un très beau rallye en Chine au mois de septembre. C'est le rallye Chine, c'est 12 jours, c'est comme le Dakar, ça va être très dur dans le désert de Mongolie. Donc je suis en train de monter le projet, d'aller découvrir de nouveaux espaces. Je connais pas, je suis curieux de tout ça. L'année prochaine le Dakar a des destinations bientôt définies, mais on va découvrir de nouveaux pays. Donc j'ai envie encore de croquer les courses et pourquoi pas d'amener un jeune pilote. Cette année j'ai amené un jeune pilote à la 4e place du Dakar et qui a fait podium, qui a fait fureur sur le Dakar. C'est Pablo Quintanilla, un jeune Chilien. Il roulait dans ma structure, pas en direct avec moi, mais il était dans mon équipe et tous les soirs il était avec moi, je l'ai briefé sur différentes choses et ça m'a plu énormément. J'ai une complicité avec ce jeune qui a 28 ans, qui est un jeune exceptionnel, un pro et un mec vraiment super. Et donc j'ai adoré cette complicité de haut niveau parce que les pilotes que j'ai, c'est des pilotes, on va dire, qui ont tous un business à côté, qui sont là, qui vivent leur passion. Mais là, c'est vraiment le très haut niveau. Et aujourd'hui, cette complicité qu'on a eue ensemble est super parce qu'on l'a eu sur la piste, parce qu'on a beaucoup roulé ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais bien essayer d'amener un pilote comme ça à rouler à haut niveau. Donc, pourquoi pas embarquer un pilote et l'encadrer et être son lieutenant le plus proche et des fois lui botter un peu les fesses, lui montrer que je suis encore là, mais l'aider à s'épanouir, avoir peut-être un David Casteux que j'ai pas eu moi à côté de moi pour me porter sur la plus haute marche. Et j'ai été quand même champion du monde, j'ai fait 2e au Dakar, j'ai fait de très belles places. Médiatiquement je suis reconnu, j'ai ma trace qui est bien marquée dans le Dakar, je suis reconnu par tout le monde du Dakar, par le monde du rallye raid en général, parce que j'ai plus d'une centaine de championnats du monde à mon actif. Donc aujourd'hui on m'appelle le maestro de la navigation, on m'appelle papa pour certains étrangers, on m'appelle. Donc j'ai une belle reconnaissance et aujourd'hui la course de trot, oui, si je veux aller vraiment jouer devant. Maintenant, est-ce que j'irai le chercher, je sais pas. Il faudrait vraiment que je me reconcentre à fond. Est-ce que j'en ai l'envie? Je sais pas. Parce que aujourd'hui, j'ai des satisfactions qui sont différentes, dans ma communication, dans le regard des gens, dans l'approche de mes pilotes, dans ce retour, de cet échange que j'ai avec les populations des pays que je traverse, de la population, des nouvelles populations qui viennent sur le Dakar, des nouveaux pilotes, des pays comme le Chili ou l'Argentine où il y a des pilotes qui sont très très forts qui arrivent. Donc j'aime et je peut-être l'envie de mettre cette expérience du haut niveau au profit de ces jeunes et d'essayer de les aider à les pousser sur la plus haute marche. Et ça c'est peut-être pour l'instant, mais non, envie de rouler, oui bien sûr, et puis peut-être la voiture un de ces jours.
Merci.